Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 45e clé qui s'intitule l'éducation. Alors, on va changer un petit peu de l'habitude, c'est-à-dire on ne va pas nécessairement voir en 4 temps, à savoir tout d'abord on verra une définition du concept global, ensuite la portée, la raison d'être de l'éducation et on va un petit peu varier, on ne va pas voir technique et ensuite conseil, on va plutôt en 2 temps, je vais vous faire part, on va dire de 12 piliers liés à l'éducation, et ensuite je vous partagerai une vision en 12 points également, à savoir sur l'école du futur, l'école 2.0, un nouveau type d'école tel qu'on la sent, tel qu'on la voit et tel qu'on est en train de la mettre en place ici même, à Bali, dans la matière, dans la réalité, et qui sont en quelque sorte déjà et aussi en ligne. On mettra ça en ligne, bien entendu, dans le futur. Et le but, c'est de le démultiplier à d'autres endroits de la planète. Mais au-delà de ça, ça a été, disons, expérimental à travers l'orphelinat, la DAS, etc. Enfin, différents endroits pour le moment. Mais l'idée, là, c'est ce dont je vais vous faire part, c'est une éducation avec une école, des murs, etc. etc. Alors, ça, je l'ai dépeint notamment dans l'ouvrage Sage Passage. Si ça vous intéresse, vous pouvez le télécharger ou l'écouter en audio. Les deux formats sont gratuits. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'éducation? Alors, c'est intéressant de se pencher sur l'étymologie. À la base, ça veut dire guider hors de. Ok, guider hors de. Ça veut dire, bon, ça implique une notion de, un petit peu comme on dit en anglais, think out of the box, penser au-delà du cadre, du carcan. Alors, ensuite, l'évolution du mot a fait que ça a été plutôt orienté sur une définition de développer et de faire produire, ce qui est un petit peu l'équivalent de l'agriculture. En gros, on tente de faire en sorte que l'individu, la personne fleurisse, s'épanouissent, etc. Alors, je vais vous donner entre guillemets une définition un peu plus académique, telle que j'ai regardé différentes, et en fait, celle-ci me semble la plus intéressante. Après, je vous donnerai la mienne, sans pour autant avoir regardé les autres avant, mais voilà, de manière intuitive, et ce sur laquelle je me suis basé depuis des années déjà. Alors, la définition, entre guillemets, un peu académique, c'est l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales, physiques, les moyens, les résultats de cette activité de développement pour y parvenir. Ok, ça me va bien, moi je trouve ça assez intéressant. Alors personnellement, je l'oriente un peu différemment. Selon moi, c'est plus une transmission des valeurs, susciter la curiosité, ok, donner des outils afin de développer ses capacités, son épanouissement en fonction de ses centres d'intérêt surtout et sa sensibilité. En gros, c'est basé sur la maïotique en Grèce antique, c'est-à-dire son père en est Socrate, dont la mère était sage-femme. Donc la maïotique, concrètement, c'est faire accoucher l'autre de lui-même, c'est-à-dire donner les clés, et ensuite la personne se développe, s'oriente comme elle le souhaite. Mais là où je pense que c'est important, c'est susciter la créativité, l'envie, à apprendre, etc. Et surtout aussi en fonction de l'individu, notamment ses centres d'intérêt et sa propre sensibilité. Ça, pour moi, c'est primordial. Voilà. Alors, il faut savoir, quand on dit éducation, ça veut dire plusieurs choses. Alors, tout de suite, on va penser dans la famille, parents-enfants, en effet. Donc ça, c'est le premier. Parents-enfants ou bien grands-parents-enfants ou bien oncles-enfants, etc. On va dire la cellule familiale, oui. Donc ça on va dire que c'est l'éducation directe. Ensuite, il y a l'éducation à l'école. D'accord? Donc ça, c'est les deux schémas les plus classiques. En revanche, il y en a d'autres. Il y en a à peu près 5, on va dire. Il y a aussi le troisième qui est l'apprentissage à travers la société. C'est-à-dire, elle va nous éduquer en quelque sorte à travers les âges, et quels que soient les âges. Ensuite, les interactions avec les gens dans l'absolu, positif, négatif, dans son travail, etc. etc. Sa famille, ses collègues, les médias, etc. Enfin, c'est un grand tout. C'est une interaction perpétuelle.
Et enfin, je dirais, la plus grande éducation, c'est aussi la rencontre avec le vivant, la vie, l'école de la vie, l'école buissonnière. Pour moi, en fait, il n'y a pas de carcan entre la cellule familiale et les murs de l'école en quelque sorte. Voilà, alors pourquoi je dis ça? Parce que je pense et je dis tout le temps à mon égard, mais aussi à mes étudiants, tels que je peux les avoir, je suis personnellement un étudiant perpétuel, éternel de vie. Je suis un éternel étudiant de vie, bien que je sois aussi enseignant. Vous voyez, parce que certains me perçoivent au départ comme, vous savez, cette relation d'ascendant, alors que pas du tout. Je leur dis, bon, bah, j'ai quelques petites connaissances, savoir que je vais transmettre, on va en développer, donc ça va créer une interaction. Je dis souvent, l'enseignant et l'élève créent ensemble l'enseignement. Dès lors qu'il y a une interaction, ça devient encore plus, à mon sens, riche et intéressant. Alors, autre point, je pense que c'est le même principe que l'Ayurveda. L'Ayurveda, on dit qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des adaptations miraculeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une solution parfaite du même ordre que la maïeutique. Dans l'absolu, même tout ce qui est coaching, éducation, etc., vous n'allez pas dire à quelqu'un fais ceci, fais cela, etc. Non, vous allez pouvoir donner des clés. Après, la personne ouvre les portes qu'elle souhaite ou pas. Ou peut-être qu'il y aura un cheminement qui prendra un peu plus de temps, etc. D'accord? Donc il n'y a pas un modèle type qui fonctionne dans l'éducation, à mon sens. Voilà, il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien et qui doivent s'adapter à certaines complexions individuelles, de groupe aussi, collectives, etc. Alors, quelle est la raison d'être, le champ d'application de l'éducation? Je pense que c'est relativement simple. Tout d'abord, ce sont les bases, les fondations pour construire un individu harmonieux, dans le sens heureux, respectueux, avec un état d'esprit positif, collaboratif, altruiste, et quand je dis, et puis aussi curieux dans l'absolu, c'est-à-dire il va aimer apprendre, etc. Donc ça, c'est, selon moi, le premier champ d'action. Ensuite, deuxième point, ce sont les bases et les fondations pour construire une société plus harmonieuse. Si chacune des pierres, la pierre philosophale, individuelle, eh bien, était polie, pas dans le sens nécessairement poli, dire oui, amen à tout, mais dès lors qu'elle est harmonieuse, elle s'insère d'autant plus dans une structure sociétale, dans une bâtisse sociétale plus harmonieuse, respectueuse, etc. Ça ne veut pas dire que tout le monde s'adore, ça veut dire que tout le monde, au minimum, se respecte. Et ma liberté commence là où s'arrête celle d'autrui, dans ce sens. Okay, elle respecte aussi les différences, elle respecte l'ingérence, etc. Enfin, la distance, la zone de confort des autres, etc. Alors, évite le prosélytisme, etc., etc. Alors, autre point, c'est ça participe nécessairement, implicitement, à l'éveil individuel et collectif. Sachant que l'éveil, on tente de le voir, on l'a vu sur différentes clés. Selon moi, l'éveil, c'est une ouverture de conscience, du cœur. C'est les deux, conjointement. Ouverture de conscience et du cœur. Donc, on peut y mettre de la spiritualité si on veut, si on en a besoin, en effet. Mais ce n'est pas un prérequis, ce n'est pas une condition sine qua non, ce n'est pas imposé, entre guillemets. Enfin, rien n'est imposé dans l'absolu, mais je veux dire dans ce concept d'éveil, c'est-à-dire juste s'ouvrir. Son cœur et son esprit, on va dire, sa conscience. Alors, bien entendu, ça va de soi que la dernière raison d'être essentielle, il y en a bien d'autres probablement, mais c'est la transition vers une nouvelle ère, vers un nouveau paradigme, une nouvelle civilisation, notamment pour survivre, pour vivre mieux, surtout au-delà de survivre. Est-ce qu'on a besoin de ce qu'on veut survivre? Est-ce qu'on ne veut pas vivre tout simplement? Est-ce qu'on ne veut pas vivre en paix, harmonieusement? On souhaite la paix au quotidien, le fameux salut, en arabe c'est salam, en hébreu c'est shalom, en indonésien ici c'est salamat, etc. On se souhaite la paix au quotidien. Salut, à bon entendeur, salut, etc. Au quotidien, c'est le salut de l'âme, c'est la paix. Donc, est-ce qu'on n'a pas envie d'une société plus harmonieuse dans ce sens, plus respectueuse du vivant, de la nature, etc. etc. Je pense que ce serait quand même bien plus profitable pour le plus grand nombre et dans l'absolu, pour se sentir plus en harmonie, en connexion, etc. etc. Voilà, donc ça, c'est évidemment, selon moi, l'éducation, c'est le pilier, ce sont les fondations un nouveau paradigme. C'est du préventif
Il y aura du curatif à faire, bien entendu, à nettoyer, à ranger certaines choses à l'échelle individuelle et collective. Mais l'éducation, si on veut repenser notre modèle sociétal à tous les niveaux, l'éducation en fait nécessairement partie. C'est véritablement le tremplin. Et si l'on veut investir énormément, non pas comme j'aime à le dire, notamment dans mon ouvrage dont j'en parle, créativité, récréation, que vous avez et à la fois en ouvrage que vous pouvez télécharger et ou en audio, les deux sont gratuits, sur mon site et sur YouTube. En gros, si on veut investir au lieu de ressources épuisables, l'or noir par exemple, investissons dans l'or gris. L'or gris, c'est quoi? C'est la matière grise, c'est la créativité, l'intelligence humaine de l'individu. Faisons en sorte qu'il s'épanouisse et là on aura des trésors et là je peux vous jurer qu'on va commencer à rigoler, à s'amuser. Alors, voici un petit peu, à titre, c'est un mix en fait, ce sont 12 piliers par rapport évidemment à ma propre relation à l'éducation, c'est-à-dire en tant que père, en tant que papa, jeune papa, mais en tant que papa, enfin jeune, je ne sais pas, 41 ans et demi, 42 ans bientôt, en tant que père, en tant que enseignant, professeur, que j'ai été depuis une dizaine d'années à différents égards, c'est-à-dire pour les écoles de commerce, haut niveau, MBA, etc., jusqu'à des préparations aux doctorants, etc., enfin, les gestions de thèse. Donc des gens académiques, du secondaire, etc. Donc dans le commerce, dans la mode, également les plus jeunes, hein, donc ça c'est des gens qui ont 23, 24, 25 ans. Parfois, j'ai enseigné des gens qui reprenaient des études, donc qui étaient plus âgés que moi, bien entendu. Mais en général, c'est plutôt ce schéma-là. Et puis aussi des plus jeunes, c'est-à-dire à l'orphelinat, ils ont entre 17, 18, 20 ans. Il y en a d'autres qui sont plus jeunes. On fait des activités des artistiques avec des petits bouts de choux qui ont entre 5, 6, 7, 8 jusqu'à 18 ans, bien entendu. Bon, des petits. Vraiment des petits gamins. Donc ça, c'est cette notion. Et puis dans l'absolu, mes fonctions de coach de vie, oui, en effet, c'est une forme d'éducation. Alors d'éducation peut-être de transmission, de maïeutique, vraiment faire accoucher l'autre de lui-même, coaching de vie et également de management. J'ai été manager pendant plus de 17 ans. Je suis encore manager depuis plus de 17 ans. J'ai les fonctions de chef d'entreprise depuis une dizaine d'années. J'ai la gestion d'équipe, ok, donc voilà, même si j'ai des suppléants, hein, des general managers, des directeurs des achats, etc., qui sont responsables de leurs équipes, mais dans l'absolu, bien que j'ai un associé aussi, on veille au grain, à savoir, et le management, je vous promets, c'est très lié à l'éducation. Alors vous allez me dire, mais c'est pas les gosses. Honnêtement, l'adulte, j'ai bien compris un petit truc quand j'ai continué à être l'enfant intérieur en me disant « Ah tiens, les grands et machin », jusque passé un certain âge, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait que des gamins, on était tous des enfants avec de l'âge, avec des rides parfois, etc. Franchement, je vous invite à réfléchir là-dessus. Oui, on peut être des adultes, des enfants un peu sérieux de temps en temps. En l'occurrence là, à titre perso, je prône encore l'enfant intérieur et je suis un gamin à de nombreux égards. Et je me rends compte quand même dans les relations humaines et autres, souvent, honnêtement, c'est quand même très des actions un peu infantiles ou des résurgences, etc., etc. Bon, bref, petit aparté. Alors, pour moi, l'un des premiers piliers de l'éducation, c'est de susciter l'intérêt, la curiosité et de ce fait, d'apprendre que, en fait, apprendre peut être source d'un plaisir et d'une joie. Voilà, ça c'est déjà pour moi le premier pilier. Comme disait Einstein, la créativité, c'est de l'intelligence qui s'amuse. Pour moi, c'est primordial. Il est nécessaire que on aime apprendre. Alors là, quand je vous dis l'éducation, ça peut être à titre d'une famille, à titre d'école, hein, bien entendu, ça c'est générique. Après, je vous ferai part de ma vision, la vision de l'école 2.0 qu'on est en train de mettre en place, mais ça c'est plutôt de termes génériques. Deuxième, c'est de déceler les centres d'intérêt des enfants. À mon sens, c'est primordial de savoir ce qu'ils aiment, ensuite leurs capacités. Au-delà, accompagner, épauler, c'est-à-dire on sait ce qu'ils aiment,
OK, on voit leurs capacités et dans ce cas-là, on va pouvoir les orienter sur comment faire et cetera, comment s'améliorer éventuellement, s'ils ont un talent ou s'ils en ont pas mais qu'ils aiment bien, et ben, de ne pas les frustrer, de faire en sorte qu'ils se développent et cetera. Donc de les accompagner, les épauler dans leurs projets, les accompagner, les épauler, dans leur vie, dans leur, cheminement de développement, sur le monde, bien entendu. 4, être à l'écoute. Je pense que c'est fondamental, être à l'écoute, c'est-à-dire avoir une bonne psychologie avec les enfants, c'est-à-dire de les comprendre tels qu'ils sont, non pas comme on voudrait nécessairement qu'ils soient, c'est-à-dire de décrypter les messages subliminaux. Parfois ils vont faire un peu du boudin, ils vont s'énerver parce qu'il y a un petit conflit, il y a une petite jalousie, parce que peut-être on a mis trop d'attention sur un tel enfant ou un autre, etc. Enfin, de déceler tout ça, c'est véritablement de la psychologie. Alors, bien entendu, alors ça c'est quand même relativement évident, mais c'est vraiment important de ne pas faire de comparaison entre les enfants. Et ça, je dis ça au sein d'une famille, mais aussi au sein d'une classe, qu'on ne sente pas qu'il y ait du prosélytisme, on ne sente pas qu'il y ait des préférences, des petits chouchous, etc. etc. Ça agace les autres, ça agace, il y en a qui vont se mettre en retrait, etc. Donc, sinon, ça crée des injustices, des frustrations, etc. 6, très important de mettre en confiance. Alors, de mettre en confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand c'est bien, c'est-à-dire dire quand c'est bien avec bien entendu, dire quand c'est pas bien. C'est-à-dire, il y a une erreur qui est faite, un gamin a fait une connerie, lui dire avec bien entendu diplomatie. Donc, qu'il ait ce besoin, bien entendu, de règles, de savoir où ça va. Alors, aussi ajuster avec une résilience si le résultat n'est pas bon. Alors ça, à mon sens, c'est très important de ne pas être dans la frustration. Ah, c'est nul ce que tu as fait, ou où il va se sentir meurtri, blessé, etc. Ça, c'est très important. De dire quand c'est bien, encore une fois, pour que l'enfant, qui est probablement un besoin de reconnaissance, ça dépend comment fonctionne la psychologie de l'enfant, mais on a tous besoin d'avoir un c'est bien, bravo, un encouragement en fait, en quelque sorte. Et puis même si c'est pas top, un encouragement ça fait du bien, et puis c'est très bien, mais le petit mais, il va pas le voir venir, mais si tu fais ça, tu peux encore t'améliorer, etc. Donc diplomatiquement, vous êtes passé d'un encouragement à quelque chose de constructif, une critique constructive sans que nécessairement l'enfant se braque et qu'il se dise « Ah, j'ai mal fait », etc. etc. Alors, ça c'est tout à fait personnel. Je ne prône pas une récompense pour l'accomplissement et une réalisation. Moi, je pars du principe, ce que j'enseigne, que ce soit au niveau des enfants, au niveau du management, au niveau de l'éducation en cours, etc. Je dis tout le temps, si vous avez besoin d'une carotte, moi je suis pas, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'en fait, une note, une appréciation, etc. Enfin, honnêtement, vous le faites pour vous. C'est-à-dire, moi je suis pas du tout partisan de donner un cadeau à un gamin parce qu'il a des bonnes notes, par exemple. Ça non. Déjà, j'en ai jamais reçu. C'est pas que j'ai pas reçu de cadeau, mais j'ai jamais été conditionné à, je faisais pour moi. Et surtout, oui, on peut avoir le plaisir de faire plaisir papa-maman, ça pourquoi pas. Mais dans le sens, comme je dis, est-ce qu'on offre des cadeaux aux gamins parce que ils arrivent à marcher? Non, c'est pour eux, c'est quand même un peu plus utile dans la vie. Du même ordre, est-ce qu'on donne un cadeau à un gamin parce qu'il commence à parler, il commence à bien parler? Non, c'est pareil, ça sera assez utile au niveau communicatif dans la vie. Donc je pense que c'est important de l'encourager, mais d'avoir une reconnaissance, mais cela étant, de le laisser dans ce schéma de « je le fais pour moi ». C'est-à-dire vraiment, c'est pourquoi je dis ça, parce que c'est le pilier, le sommet de la pyramide de Maslow, donc qui est les 5 besoins premiers, et physiologiques, c'est-à-dire manger, boire, etc., la sécurité, etc., l'appartenance. Et le dernier, au sommet, c'est l'autoréalisation. Et en fait, si on est trop dans ce schéma « je fais pour la récompense », ça fait une société, entre guillemets, je suis désolé, très assistée, non pas ce qu'on souhaite ici, c'est l'autonomie.
d'accord? Ça veut dire qu'on s'en remet toujours à quelque chose d'extérieur, maman, nation, papa, État, d'accord? Donc ça, c'est un schéma, on va dire, citoyen, mais c'est vrai aussi pour la relation avec le divin, avec l'absolu, avec le grand tout. En gros, je me comporte bien, juste pour la récompense d'un paradis, etc. Bon, c'est quand même très infantilisant. Non, je me comporte bien parce que j'aime bien me comporter, parce que je vois que je fais du bien autour de moi, parce que ça me crée des ocytocines, parce que je me sens bien dans mes pompes. Et en effet, si le grand tout se sent satisfait, honoré dans sa plus grande unité et largesse, ouais, ça c'est encore plus vibrant, mais tout ça c'est lié. Mais je ne fais pas un truc à la base pour avoir la petite carotte, la récompense, les likes, les machins, je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est sûr que c'est flatteur, ça vous booste, c'est sûr. Mais vraiment, je vous invite à réfléchir sur cet aspect, mais je ne prône pas du tout la récompense systématique parce que sinon, il y a un moment, en fait, si vous voulez, dernièrement, on l'avait vu notamment quand on a mis en place justement ces projets avec l'écologie, c'est-à-dire le tri pour les enfants. Et j'avais dit, bon, ce serait bien que notre association, donc c'est les gamins locaux, donc c'est la promotion de on nettoie, et puis voilà, avant, après, d'accord, on nettoie le plastique et tout dans des endroits, des contrées. Par ailleurs, donc on le met en lumière, on le met en photo, comme ça, on fait un challenge avec d'autres enfants, d'autres groupes sur l'île de Bali, à l'international, en Indonésie, en Malaisie, en toute l'Asie du Sud-Est, pourquoi pas jusqu'en Australie, et puis pourquoi pas dans le monde entier si ça prend. Et puis bon, au-delà, il y avait aussi le fait d'aller divulguer dans les écoles, dans les municipalités, vraiment pour pousser ce message. Mais que nous le fassions en tant que petite faction, mais qu'on invite un maximum de gens à le faire. Et donc, on avait fait un brainstorming justement avec les gamins pour dire, voilà, pour le challenge. Et il y en avait qui avaient suggéré, ah, il faudrait peut-être une récompense, genre un cadeau, etc. Et j'avais dit, bah écoute, ouais, on peut le voir comme ça, mais en l'occurrence, on peut aussi se dire que bah, si on a une île qui est plus propre, bah, ça va être quand même sympa pour tout le monde. Donc c'est ça la récompense. La récompense, c'est de se dire, on a fait un truc bien. Et je leur disais, bah regardez, on va prendre un truc. Moi, quand je viens chez vous voir, tous les samedis, j'y passe une journée, je mets 1 heure pour venir, 1 heure pour venir. Je dis, j'ai quoi à gagner? Je dis, je suis bénévole, ok? Donc j'ai rien à gagner, à part la satisfaction de me dire, je vous aide, j'essaie de vous aider, de vous développer. A priori, selon vos retours, ça fonctionne. Donc du coup, c'est ça ma récompense, c'est ça mon. Donc je remettais dans cette vision, dans ce schéma qui est uniquement personnel, hein, qui n'est pas la vérité absolue, c'est juste ma vérité relative. Alors, c'est important à mon sens aussi de respecter la zone de confort de l'individu, c'est-à-dire notamment dans l'adolescence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe du homard de Françoise Dolto, une grande pédopsychiatre, c'est la mère de Carlos, accessoirement, le chanteur, enfin ou humoriste, je ne sais pas trop. Bref, Françoise Dolto, donc le complexe du homard, c'est justement cette mue de l'adolescent, il commence à avoir des gros pifs, pustules, la gamine de 12 ans, elle joue encore à la poupée, elle commence à avoir des seins par exemple, enfin ce côté où elle commence à avoir ses règles, enfin c'est un schéma où les ados sont pas bien dans leur pompe, c'est un espèce d'entre-deux entre l'enfance et l'adulte, et c'est jamais très agréable. Ok, donc c'est conflictuel, souvent on est dans le côté rebelle et tout, et ça en fait faut savoir laisser seul, il faut savoir épauler, il faut savoir écouter, c'est accepter le côté rebelle un petit peu, laisser pester, ne pas trop se formaliser là-dessus. Ça ne veut pas dire ça devient un petit tyran, c'est pas ça. Mais en fait, encore une fois, c'est de la psychologie, hein, c'est du ressenti. Donc, mais à mon sens, c'est ultra important de respecter cette zone de confort de l'adolescent, mais même avant, hein, le gamin quand il est fatigué, quand il fait du boudin. Ça ne veut pas dire ne pas le punir, hein, ça veut dire voilà, de savoir qu'il se connaissent aussi à ces moments. J'aime quand les petits doux, parfois, ils se rendent compte qu'ils sont énervés, ils sont fatigués, ils demandent d'aller au lit. Ça, je trouve ça positif. Ça veut dire qu'ils ont bien compris que voilà, ils se connaissent eux-mêmes. Alors, savoir mettre des limites, bien entendu, à savoir des paroles, ça peut être voilà, non, un interdit oral,
pour pas décevoir papa ou maman, des actes, c'est-à-dire à un degré, si jamais ils n'ont pas compris, intégré, bah, peut-être mettre des actes en place. Oui, ça peut être des interdits type bah, tu seras privé, j'en sais rien. C'est en fait, on ne peut pas avoir une éducation permissive à tous les âges. Je veux dire, dans ce cas-là, c'est la fête. Ah, qu'est-ce que vous voulez manger les gamins? Et puis ils vont vous dire, ah bah des bonbons, mes crottes de nez, je déconne. Des bonbons, des chips, tous les soirs, quoi, des burgers. Ok, tout le temps. Bah, c'est logique, quoi. Donc, enfin c'est logique, je ne sais pas si c'est logique, mais disons qu'à un moment, il faut quand même cadrer. Au début, il faut cadrer, mais et ça c'est vrai aussi pour le management et pour plein de choses, hein. Un management trop permissif, avec certaines personnes qui sont, entre guillemets, des gamins capricieux et tout, ça ne marche pas. Okay, donc ça, à mon sens, c'est intéressant d'avoir un degré d'application. Alors en fonction de l'âge, en fonction de l'évolution, on peut aussi ajuster, on peut alterner, mais permissif, subjectif, semi-directif, directif, imposé, en disant bon bah c'est pas la carte. Il y a les règles dans la famille, dans l'école, etc. Il faut les respecter. Ce sont des règles pas pour embêter, mais pour vivre ensemble. Voilà. Ça c'est à mon sens essentiel de transmettre cette notion de règle de vivre ensemble. On est des cellules qui interagissent entre elles. Alors, c'est, j'insiste, un point essentiel de transmettre cette notion de vivre ensemble. On le voit que certaines sociétés, nos sociétés modernes, moi je l'ai vu notamment allez, je peux le dire, 10 ans en Chine avec une société où bah, l'éducation a fait que c'est très individualiste et notamment il n'y a pas de parti pris hein, justement avec la société chinoise qui a voulu que l'autorité soit régie par bah, le parti, justement. Du coup, il n'y a pas de prise d'initiative, on ne remet pas en question. Et la masse, enfin, l'individualité est diluée dans la masse. Ce qui veut dire quoi? On a des schémas très simples de fort individualisme. Voire égoïsme, vraiment. Donc du coup, il y a très peu de tissu social, il y a très peu d'entraide. D'accord? Donc, tout ça pour dire, ouais, et c'est pas méchant, hein, c'est juste éducatif, mais je l'ai vu que, oui, le fait de, les petits gestes simples, le fait ben, il y en a beaucoup qui ne savent pas, et ça fait vraiment, ça peut faire des dégâts. Ça peut vraiment faire des dégâts, je l'ai vu, c'est très difficile à gérer, notamment en management, notamment bah, dans les écoles ça va parce que c'est très directif, donc forcément ça se plie aux règles, mais sinon bah, c'est le gros lâchage, et vous le voyez notamment quand vous êtes en Chine, oh, le respect comment dire, ne serait-ce que le code de la route, c'est cacophonique, hein, c'en est drôle, hein, franchement. Mais bon, tout ça pour dire que, voilà, je pense que vous aurez bien compris les messages subliminaux et les nombreux degrés de lecture. Voilà, ça s'adapte en fonction de la personne, de l'enfant, de la personne, et voilà, on peut ajuster et on doit ajuster surtout, je pense. Alors, mais les règles de vivre ensemble, c'est primordial à une certaine paix sociale, tout simplement, du groupe, de la famille, du groupe, de l'école, etc., de la classe. 10, à mon sens, c'est très important d'expliquer les erreurs, c'est-à-dire la notion de résilience. Ce sont les dimensions correctives, c'est-à-dire comment on s'améliore. C'est pas de fustiger, de blâmer, bon, tu as fait une erreur, ok, tu feras mieux la prochaine fois. On voit qu'il y a une maladresse, bon, il n'a pas fait exprès de faire tomber un verre. Ok, bon, sois vigilant, sois plus dans l'action, dans la pleine conscience. Quand tu portes quelque chose, fais-le en étant dédié au truc, etc. Ça, à mon sens, c'est important d'être dans... C'est comme la critique constructive, c'est-à-dire dans l'explicatif et dans la reformulation, dans le feedback. Est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as compris? Etc. Pas qu'il récite par cœur comme une poésie, mais vraiment qu'il ait cette notion de compréhension. Alors on peut mettre en place, bien entendu, des cas de jeu de rôle. Par exemple, tu as tapé ta sœur, c'est pas bien. Ok, imagine, elle te tape. Ok, ah bah oui, c'est vrai, ça ferait mal et tout. Bon.
Et pourquoi tu lui as volé ses jouets? «Oh parce que j'avais envie de jouer». OK, mais tu sais c'est ses jouets, elle jouait pas en effet, mais peut-être il faut lui demander parce que on lui a offert, pour Noël, c'est mamie et cetera. Enfin bref, sa notion de propriété, sa petite chasse gardée et donc d'expliquer: «Est-ce que toi tu aimerais bien qu'on vienne te voler tes petits, tes G.I. Joe, tes machins, j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai. Donc les jeux de rôle, jeux de chaises musicales, etc. pour d'empathie, pour tenter que les étudiants, les élèves, les enfants, nos enfants, enfin vos enfants, puissent comprendre ça par projection. Alors, transmettre des valeurs, un savoir qui va se transformer en connaissance pour, entre guillemets, créer des clés pour créer une forme d'autonomie. Alors, l'école du mercure au chrome, ok, ce n'est pas parce que vous enseignez le tout, c'est-à-dire le savoir et par ailleurs votre connaissance, c'est-à-dire votre expérience, que tout est fait. L'enfant a besoin de se casser la gueule lui-même, mercure au chrome, pour apprendre de la vie. D'accord? C'est le métier qui rentre, comme on dit parfois. Donc ça, c'est super important. Et puis, il y a des réactions qui sont encore différentes. D'accord? C'est le principe, j'en sais rien. Le vieux con, vieux papy qui dirait oh, gamin, l'amour, c'est pour les cons, tu souffriras, elle te trompera, elle se barrera, ou ça ne dure qu'un temps, genre de conneries. Bon, papy, remets-toi enfin, dans ton truc, arrête de délirer. Enfin, ouais, c'est peut-être vrai, enfin, pète pas les rêves des gamins. C'est un truc, et puis c'est vraiment con de dire ça parce que ça dépend, enfin, toute alchimie est différente. Et puis, quand bien même une belle histoire d'amour et que ça dure que 3 ou 5 ans, bah, c'est déjà super beau quand même. C'est ça qu'il faut capitaliser. Enfin, je veux dire, même si. Bon, ouais, ça c'est encore une autre histoire. Mais voilà, à mon sens, c'est important de conduire donc à ça et surtout, bien entendu, à une forme d'autonomie, c'est-à-dire l'enfant sait faire, il sait reproduire et idéalement à terme, il arrive à transmettre. Ça, c'est à mon sens très important, c'est ce qu'on va voir aussi. Les enfants s'enseignent mutuellement pour voir la capitalisation de leur savoir et de leur connaissance. Connaissance qui est, j'insiste, l'expérience. Alors, dernier point, c'est le sens de l'effort. C'est primordial, c'est-à-dire au sens de l'effort, ouais, tout n'est pas super facile. La vie peut être un terrain de jeu magnifique, dès lors qu'on a des passions, etc. Il y a toujours des choses qu'on aime un peu moins, c'est logique. Donc, ça ne doit pas être qu'aseptisé, à mon sens. Il y a quand même une sorte d'effort, c'est-à-dire, du même ordre que je le dis, il y a un plaisir à tenter d'être heureux, ça semble bizarre, hein, mais il y a un plaisir à tenter d'être heureux dans la démarche, mais il y a aussi une discipline et un état d'esprit. C'est-à-dire, en effet, bien manger, faire du sport, faire de la méditation, tout ça, c'est une forme de rigueur, mais sur lequel on peut prendre un plaisir. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se disent « Ah, c'est vrai que manger des légumes, c'est chiant. Je préfère manger de la junk food. » Ok, bon, déjà, en plus, ça, on peut en discuter parce que les légumes, c'est pas forcément tous les jours. Ça peut être réparti, ça peut être une balance, ça peut être un peu de junk food et de temps en temps aussi des légumes. Les légumes, ça dépend comment on les cuisine. Avec des zestes de citron, ça peut être délicieux aussi, etc., etc. Bon, bref, tout ça, enfin, ça dépend de la manière dont on va voir les choses. Mais le sens de l'effort, pour moi, est vraiment important parce que c'est une notion de discipline, pas comme un militaire, mais une discipline, c'est plutôt une rigueur envers soi et envers les autres. Alors, tout ça vient dans le schéma de Confucius, la sagesse chinoise ancestrale, pluricentenaire, 2500 ans, qui dit choisis un travail que tu veux et que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. Donc ça, c'est le principe. Alors, je vous fais part de ma vision, en quelque sorte, la fameuse école évolutionnaire, alors révolutionnaire avec entre parenthèses, qui est plutôt évolutionnaire, qui s'intitule en fait les universités d'or, qui est expliquée et dépeinte type une fiction dans l'ouvrage Sage Passage, disponible gratuitement, j'insiste. Alors, concrètement, l'un des premiers piliers, qui sera pas tout ça ne sera pas exhaustif, il y a d'autres éléments, mais j'en ai pris 12 qui sont pour moi essentiels. La base, c'est le TIP, le conseil, c'est-à-dire TIP, la théorie, l'intuition, la pratique, comme on le voit ensemble. Théorie, j'apprends des bouquins, j'apprends, on va dire, des recettes de cuisine. La pratique, je cuisine par moi-même et j'ajuste parce que je vais me planter au début et puis ça sera de plus en plus, enfin, ce sera de mieux en mieux et à la fin, ce sera un repas délicieux. Ok.
Et ensuite, intuition, c'est-à-dire qu'en gros, fort de cette expérience théorique et expérimentale, j'innove, c'est-à-dire que je vais ajuster des existants, je vais créer des nouvelles choses, etc. Voilà, ça c'est le pilier fondamental. Ensuite, c'est l'enseignement est interactif, il est dynamique, il est évolutif, il est participatif. D'accord? Ça, c'est primordial. Il y a une notion de vie et ça, voilà. Du même ordre que, bien entendu, il y a un savoir qui, quand je dis il évolue, c'est-à-dire qu'il a vocation à être transmis. C'est-à-dire que les enfants sont invités à reformuler entre eux et à se transmettre. Quelqu'un n'a pas compris, ok, qui est capable de lui réexpliquer gentiment ou de manière, je ne sais pas, après la classe officielle, où il sera bien vu, bien noté, dans ce sens où on veut insuffler cet élan de solidarité entre les gamins et c'est surtout, quand vous avez cette capacité à transmettre, c'est le paroxysme, à mon sens, du savoir et de la connaissance. Alors, bien entendu, troisième point, c'est un intérêt et un amusement. C'est un état d'esprit. Un intérêt, c'est une curiosité que l'on développe. C'est-à-dire, on s'émerveille de tout. Ah tiens, génial, on va faire de la biologie opérationnelle, c'est-à-dire on va aller voir les escargots, on va aller voir dans le jardin, etc., de l'école par exemple. Donc ça, susciter une excitation, un intérêt, élargir les centres d'intérêt et vraiment s'amuser. S'amuser de la vie, s'amuser à apprendre, etc. Ça doit être ludique. Ça a été prouvé de manière neuroscientifique. Quand on apprend, quand on est passionné, on mémorise beaucoup plus. D'accord? Donc, c'est tous les principes managériaux de Silicon Valley et autres. Si vous êtes dans un environnement sympa, si l'atmosphère est sympa, si vous aimez ce que vous faites, vous allez vous déployer beaucoup plus. Plutôt, et ça, c'est les nouvelles générations. Hein. Les nouvelles générations Millennium enfin Z et la dernière en date de 2010, les gamins et les adolescents et même ceux qui ont 23, 24, 25, on va dire vu que les générations Millennium débutent, on va dire en 1995, ils ne sont pas feignants comme on les dépeint. C'est tout le contraire. En fait, ils sont complètement passionnés, investis. Dès lors, ils n'aiment pas la structure, la rigueur, les horaires imposés, etc. En revanche, si ils ont trouvé un truc qu'ils adorent, ils vont se donner cœurs et âme, travailler plus le soir, le week-end et tout, c'est les passionnés. C'est vraiment des gens super investis. En revanche, ils vont aimer allouer leur temps, etc. Je suis en train justement de monter un programme de transition globale, transition professionnelle, personnelle, etc. Et notamment avec le nouveau management de cette nouvelle génération qui arrive. Et dans ce sens où ça semble bizarre à beaucoup de gens, mais c'est plutôt l'entreprise qui va s'adapter à ces profils plutôt qu'eux qui vont s'adapter, et vu qu'il faudra une main d'œuvre. Et je pense que c'est une interaction qui va être super intéressante. Alors, la largesse des matières et des rubriques. Alors, je vous dis un petit peu, nous, ce qu'on propose. La méditation, le yoga, c'est-à-dire une forme d'activité physique sur laquelle il y a une coordination des explications pourquoi on coordonne le cerveau aux gestes, etc., etc. L'attention. L'anatomie, connaître son corps. L'énergie, savoir les flux d'énergie, etc., l'omnipotence, l'omniprésence, etc., les chi, les ki, le prana, enfin cette énergie subtile, le cinquième élément, l'astronomie, okay, les astres, etc., savoir que notre cosmos, comment il est organisé, etc., etc., faire des travaux pratiques le soir, de voir les planètes, etc., avec du matériel pour voir les anneaux de Saturne, les cratères de la Lune. Quand j'ai vu ça quand j'étais gamin, je peux vous jurer que ça a changé ma vie. Enfin, vraiment, ça a été des moments extraordinaires avec mon père, etc. La géométrie sacrée, le jardinage concret, c'est-à-dire on fait comment pour faire planter, pour faire en sorte que, voilà, la cuisine, la nutrition, la botanique, la couture, le bricolage, oui, dans l'ère du recyclage, d'arrêter d'être que dans le je prends, j'utilise, je jette. Non, on peut aussi refaire. Et ça, on en aura peut-être besoin dans le futur. Des choses en fait utiles, vous voyez. L'art, c'est-à-dire la musique, le dessin, la peinture, la littérature, le théâtre aussi, ça c'est extrêmement important, on le fait beaucoup. Enfin, tout ce que je vous dis, forcément, on le fait actuellement.
Le théâtre, la qualité oratoire, de mémorisation. Alors, c'est pas que du Shakespeare ou du Molière hein, qu'on fait, c'est de l'art enfin, le théâtre d'improvisation, c'est-à-dire sur un thème, qu'est-ce qu'on se marre? Enfin, souvent, ça veut rien dire, c'est bidon, et puis après on le refait, et puis c'est mieux, je vois, moi, j'ai eu des gamins qui au bout enfin sur plusieurs mois, et puis après un an, 2 ans, enfin ils étaient super introvertis, etc. Et maintenant, à la limite, c'est comme si je pense qu'ils ont chassé les démons et ils adorent ça. Moi, je suis quelqu'un de timide à la base, hein, donc et pourtant, bah, j'ai fait de la gymnastique à haut niveau pour faire des compétitions quand j'étais gamin. Ensuite, j'ai fait beaucoup au départ de présentations quand j'étais en école, et puis ensuite, bah, j'ai fait plein de conférences, j'ai fait plein enfin au titre professionnel et ensuite personnel. Et c'est ça qui a fait que maintenant, je ne suis plus timide. Voilà. Mais dans le sens où il n'y a pas de format, de schème ou de faiblesse, entre guillemets, si on peut les percevoir comme telles, figées. Ça, tout évolue, tout est évolutif. Alors, théâtre, la rhétorique aussi, l'art de défendre des arguments, etc. La philosophie, la morale, l'éthique. Alors, ça semble un peu vieux con pour certains. Bah non, pas du tout, parce que le respect mutuel des gens, tenir la porte, la bienséance, etc., sont des valeurs qui se perdent et c'est ce qui casse le tissu social. Le fait d'être bienveillant, le fait de laisser sa place à une vieille dame, etc. C'est pas un truc qui doit être écrit dans le bus, etc. Merde, on voit une vieille dame, on se lève, c'est tout, on est jeune. Enfin, il y a un moment, encore une fois, pour moi, c'est du bon sens. Mais de le rappeler dès la naissance, quoi. Enfin, alors, l'empathie, les cours d'empathie, ça, c'est ce qu'on donne. Il faut savoir que ça fait 20 ans que j'en parle, et ça a été instauré au Danemark et ensuite en Belgique. C'est officiel, c'est dans les cours magistraux, enfin les cours de l'éducation nationale. Alors l'orientation, conseiller d'orientation, mais pas un truc, vous l'avez une fois, et c'est super ce concept. C'est juste en France, c'est malheureusement pour des questions de moyens, de financement, j'imagine, vous l'avez une fois ou deux, vous suivez 2, 3 fois, mais il n'y a pas un truc du début à la fin. Enfin, du début à la fin, de la petite enfance jusqu'à peut-être l'âge de 18 ans et plus, quoi. Ok, c'est sur un schéma très simple, c'est sur un schéma de coaching de vie. C'est quoi tes centres d'intérêt? C'est quoi tes objectifs? Ok, la méthodologie pour y parvenir, c'est assez simple en fait. Et puis les conseillers d'orientation, ça veut dire les conseillers de carrière, c'est ce qu'on fait ici, hein. On fait des simulations d'entretien d'embauche, on fait des CV, des rédactions. Au début, ils m'ont tous fait des CV, je leur ai dit, bon ben en gros, j'ai été cadre, j'aurais dit, c'est des copier-coller, quoi, c'est de la merde. C'est-à-dire, vous êtes tous similaires, c'est quoi votre différenciation? C'est quoi qui vous différencie de chacun de vous? Et là, ils ont commencé à trouver des trucs, et ils en avaient tous. Il y en avait une qui avait été à l'initiative d'un club de danse, il y en avait un qui était ambassadeur sur son campus, donc il était porte-parole en quelque sorte. Il y en avait un autre qui était mélomane, il jouait je ne sais plus combien, cet instrument. Et je disais, mais c'est tout ça que vous devez dire, surtout dans votre entretien. Vous avez tous fait la même école, etc. Vous avez à 18 ans, vous n'avez pas d'expérience de travail, donc c'est logique. Si vous avez infilé un coup de main à grand-père ou grand-mère ou je sais pas, parce qu'il y en a qui ont encore des bribes de famille, hein, donc ils peuvent avoir aidé, etc. Mais dites-le, faites-le. Enfin, tous les projets qu'on met en place, à savoir des spectacles, l'écologie, etc., des projets, je leur dis, mais ça c'est du combustible, c'est à foutre dans votre CV. C'est des trucs en entretien. Alors si le mec qui vous fait passer un entretien, il dit mais je m'en fous, c'est de la merde et tout, bah envoyez-le chier parce que peut-être vous n'avez pas envie de bosser pour lui. Si c'est une personne où ça va coller sa philosophie et son ouverture, ils vont dire waouh, moi quelqu'un qui me présente, j'ai déjà expliqué, j'ai recruté une personne dans le passé. Bon, les CV je les regarde pas beaucoup, hein, en général, enfin surtout l'éducation, je m'en fous. Enfin l'éducation, c'est-à-dire les études, je m'en fous. Ce que je regarde, c'est ce qu'il y a dans le ventre, ce qui est le contenu. Et bon, bah, l'expérience, je vais regarder un petit peu les boîtes qu'elles ont fait, mais c'est surtout s'il y a un projet derrière. Moi, une fois, c'était un Français, il était jeune, c'était un stagiaire, il avait fait une école, bon, bref, comme ils en font tous, mais j'en ai fait une aussi, mais c'était pas ça. Ce qui m'a vraiment bousculé, c'était il avait créé son site de trial quand il avait 16 ans, il était à fond dedans, etc. Et je voyais une passion, et je me suis dit, waouh, ça c'est beau. Et voilà, comme je peux être stupéfait je sais pas, j'ai rencontré, je me souviens, c'était
au milieu de nulle part en Iran, je rencontre deux petites Chinoises, une gamine qui a, je crois, 22 ans et qui est partie sac à dos. Enfin, elle a fait toute, elle est partie de Turquie, elle a fait le nord, elle s'est retrouvée au sud de l'Iran avec juste du routier. C'est-à-dire elle a passé avec juste des taxis, des trains, etc. Et elle voulait venir en Iran parce qu'elle était elle étudiait la géopolitique et le journalisme et elle voulait être au fait parce qu'elle pensait que c'était un truc. Et là, franchement, 22 ans, je me disais, waouh, pour une Chinoise qui n'est pas dans cette éducation de s'ouvrir et tout, là, j'étais sur le cul. Et vraiment, à mon sens, c'est primordial d'avoir cette notion d'ouverture. Alors, orientation, créativité, bon, je réfère à l'ouvrage récréation, pardon, en téléchargement ou en audio, et vous verrez à quel point la créativité pour moi est primordiale. 120 différentes techniques pour. Gestion de projet, bon, bah, c'est ce qu'on a vu juste avant. Spiritualité, mais pas orientée, c'est-à-dire aujourd'hui, je les enseigne de leur culture, à savoir hindoue, musulmane parce que le pays est musulman, chrétienne pour avoir une ouverture, puis je fais des références confucéennes, taoïstes, etc., bouddhistes, vraiment récurrentes. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de vocation, je ne sais pas ça, c'est juste culturel et respectueux aussi pour les gens, etc. Alors les cours d'histoire, géographie, droit, etc., etc. Alors vous allez dire, c'est chargé comme programme. Ouais, mais après c'est dilué dans le temps. Peut-être moins de vacances parce que l'école, c'est les vacances aussi. Voilà. Alors, il s'agit, cinquième, une approche holistique, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire aussi transdisciplinaire. On fait des liens et des ponts entre les matières. Ce n'est pas stricto sensus, du même ordre que le rêve de notre société de demain, c'est aussi des mix entre l'art et la science, la spiritualité et la science, la médecine et la science, etc., etc. Enfin, et à l'intérieur aussi de la médecine, les différentes ramifications, de la psychologie avec de la neuroscience, peut-être, enfin, ce sont de la transdisciplinarité, de la pluridisciplinarité, bien entendu, et faire des ponts entre les matières, c'est dans l'idée de vision globale, holistique et de TIP, type, théorie, intuition, pratique. Alors, ensuite, 6, l'ergonomie. L'ergonomie, ça veut dire, c'est du feng shui en fait, hein, c'est le côté harmonieux des formes et des organisations, alors physique ou mentale, humaine. Alors, c'est-à-dire que le lieu, il est nécessairement de l'école est forcément ouvert. Il est ouvert, il a un lien avec la nature, il y a des ateliers à l'extérieur, il y a par rubrique, mais si vous voulez, la classe est aérée. Déjà le côté, les pupitres comme ça, machin, ça non. C'est-à-dire que ça doit être plus en cercle, ça doit être aéré, ça doit être vivant, il doit avoir une énergie de chi, etc. C'est super important. C'est très lumineux. En fait, là, tout ce que je vous dis, c'est tout l'inverse que j'ai vu quand j'étais dans un bahut catho dans le nord de la France, très strict, très waouh, très glauque, quoi. Donc, tout l'inverse, quoi. Non, mais sérieusement, savoir d'où vient la lumière, si elle vient sur le côté droit, etc. Enfin, tout ça, il y a une réflexion sur l'accès aux éléments, même si c'est en maternelle, les éléments du toucher, etc., en faire activer beaucoup de sens. C'est primordial en fait. Aérer, c'est-à-dire aérer physiquement, mais aussi implicitement mentalement, c'est-à-dire aérer de pauses, des pauses méditatives. Donc là, on est dans l'ergonomie de la pensée et de l'enseignement, c'est-à-dire on alterne, c'est-à-dire 10 minutes, 20 minutes maximum d'un thème. Après, on bascule sur de l'expérience, un petit jeu, un jeu de pratique, un TP, des travaux pratiques, une participation, un feedback, on réenseigne, machin. Et avec des choses peut-être plus cérébrales le matin, ou parce qu'on a décelé qu'ils n'étaient pas au top à 8 heures, bah, peut-être on débute à 9 heures, etc., etc. Ça, c'est... Et puis peut-être des activités plus artistiques, physiques, l'après-midi, voilà. Ça, c'est vraiment des schémas d'ergonomie, en fait, comportementale, mentale, et puis aussi physique avec un environnement qui est sympathique, quoi. Et en fait, c'est une auto-administration aussi
des enfants qui créent eux-mêmes leur enseignement. Ici, comme je vous ai déjà expliqué, notre cours s'appelle créativité, mais c'est eux qui ont donné ce nom. Moi, au départ, je voulais ID, c'est-à-dire identité et dans le sens de identité, et ID en anglais, ça veut dire idée, d'avoir suscité des idées. Et ils ont pris le truc. Ils ont mis à l'intérieur du programme ce qu'ils souhaitaient. C'est-à-dire, ils m'ont même demandé du commerce. Moi, je n'avais pas prévu de foutre du commerce là-dedans, quoi. Et ça les intéressait, alors on en fait. Voilà. Donc c'est très large. Et ça fait plus de 2 ans que je les enseigne. Je peux leur donner des cours pendant 20 ans, quoi. C'est sans fin, quoi. C'est des programmes sans fin. Et après, on peut retourner à l'essentiel, etc., etc. Alors, pas de notes. Il n'y a pas de notes. Alors, on va me dire, comment on fait? Non, c'est des auto-évaluations individuelles, mais il y a quand même en parallèle, bien entendu, des bilans de compétences de la part des enseignants, alors avec des classes bien entendu bien plus réduites, peut-être 10, 12 gamins. C'est pas des numéros, on sait individuellement qui ils sont, idéalement 20 grand max, mais c'est déjà beaucoup. Et bilan des compétences sur des projets. On peut voir s'ils ont compris à travers des reformulations aussi. Donc tu viens de faire une petite présentation pour voir ce que tu as capitalisé, compris, etc. Dans des projets, dans des débriefs, dans des feedbacks, dans des participations, etc. Et l'auto-évaluation, c'est de se dire vraiment, ouais, non, j'ai pas tout à fait compris, j'ai besoin de recomprendre. Enfin, j'ai besoin de comprendre davantage, donc j'ai besoin qu'on me reformule, qu'on me aide, etc., etc. Pas dans le sens, je fais genre que j'ai compris. Et en fait, c'est une grande métaphore du jugement dernier. Est-ce que mon âme considère avoir assez appris dans cette vie, où je reviens pour une autre partie, on me réexplique un petit peu sous une autre forme, une autre enveloppe, à bon entendeur, salut. Alors, 8, une incitation au travail en équipe, bien entendu, il y en a pléthore, c'est-à-dire il y a plein de... Les gamins sont surtout aussi, alors jugés, il n'y a pas de jugement, mais encore plus valorisés par leur pensée collective, aide mutuelle, reformulation, comme on dit, on l'invite, et de collaboration dans l'absolu. Pourquoi? Parce que c'est une vision qu'on veut porter dans la société de demain, c'est-à-dire on n'est plus dans on casse cette dynamique de compétition aveugle, c'est mon mien, c'est machin, etc. On est plus dans un partage, on est plus dans la capitalisation des capacités de chacun, c'est-à-dire lui il est plus apte à ceci, cela, etc. Et tout le monde a trouvé son trésor en soi, qu'il insère dans la bâtisse sociétale. Et là, on se détend 2 secondes, quoi. On est un petit peu plus harmonieux tous ensemble. Voilà, c'est assez simple en soi, c'est que du bon sens en fait. 9, la transmission des valeurs humaines, du vivant, dans l'absolu, des animaux, écologique aussi, on veut que les gamins soient responsables, co-responsables, etc. etc. Alors, 10 conseils d'éducation sur le long terme, un réel suivi de 2 à 3 ans jusqu'à 20 ans et plus. Alors, vous allez dire, vous allez peut-être rigoler, 2-3 ans, je vais faire une carrière de physicien nucléaire, peut-être pas. Non, c'est plus, t'aimes bien faire quoi? Tu préfères la pâte à modeler, t'es plus tactile, etc. Parce qu'on va voir qu'il y a tout un encodage au niveau des sens. C'est le point juste après. Donc, en fait, ça va traduire des choses. Je suis plus littéraire, je suis plus artistique, je suis plus scientifique, je suis plus rationnel. J'ai plus une qualité qui va être à terme sur la lecture, etc., ou l'écriture, et ainsi de suite. Auditif, visuel, c'est ça qu'on va déceler. C'est pour ça qu'en fait, il faut que les enseignants soient présents pour les enfants, avec une touche de psychologie, de sensibilité. C'est pas des gros bourrins, quoi, évidemment. Il faut qu'ils aiment ça, évidemment. Le contact avec les enfants, c'est un trésor. Je veux dire, je suis pas en train de dire de fustiger l'éducation nationale en disant, évidemment, il y a plein de vocations, et un grand respect à tous ceux qui sont profs et enseignants, évidemment, bien entendu. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien et que ça, ce qu'on dit, c'est bien et que le reste, c'est pas bon, évidemment non. Utiliser ses sens, ça c'est primordial, connaître son corps. Alors, son corps, ça veut dire d'avoir ces moments d'attention, ces moments de fatigue, etc. Ses facilités, est-ce qu'on est plus auditif, est-ce qu'on est plus visuel, avoir des activités, des ateliers avec le toucher, l'ouïe, etc. pour voir un petit peu ce qui nous parle le plus. Et encore une fois, ça permet en fait d'avoir un diagnostic et un apprentissage adapté et non pas un truc, faut que ce soit comme ceci, cela et cela.
Ben, on est tous différents. Donc pourquoi il y a des gens qui préfèrent lire des bouquins? Pourquoi il y a des gens qui préfèrent avoir des audios? Pourquoi il y a des gens qui préfèrent un film pour raconter exactement la même chose? Bah, parce que ça dépend de nos médiums, nos moyens de communication et de réception. Voilà, on est tous différents. Alors bien entendu, l'idée c'est l'autonomie à terme, hein. Le 12e point, c'est de passer enfin, le relais, la transmission, c'est d'être dans la gestion de projets, de plein de projets. La responsabilisation, c'est-à-dire dans l'école, il y a, en fait, c'est ce qu'on a à l'orphelinat, c'est pour ça que j'en parle. On a 2 petits chats, par exemple, sur lesquels la responsabilité, elle est commune. Elle est pour les gamins, lui donner à manger, de faire en sorte qu'ils ne se sauvent pas dans la rue parce qu'on est directement sur la route, etc. On a des plantes. Donc les plantes, il faut les arroser, il ne faut pas qu'elles crèvent. On leur dit avec la co-gestionnaire, manager IU, on lui dit mais non, mais il faut leur donner de l'amour, il faut leur parler, etc. etc. Enfin, c'est une conscience en fait. Et les petits gamins, ils sont tout fous quand ils voient une petite tomate, et des cerises, etc. Enfin, c'est des petites choses, mais c'est primordial à mon sens. De la même manière, la tenue... la déco et tout, la tenue, que ce soit bien rangé, que ce soit pas le bordel. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'étaler quand on a une activité, mais fout le bordel, on range la chambre, on range la truc parce qu'on aime bien, parce que c'est plus sympathique. Ça, c'est pas de moi, passer le balai, parce que ça, c'est institutionnel ici. Les gamins, on les voit, hein. Moi, quand j'arrive justement 8 h du matin le samedi, enfin sur la route, je vois tous les petits gamins, c'est le jour du balai. Donc tous les petits gamins en uniforme, ils sont là et ils nettoient les rues, etc. Je trouve ça super bien. Alors, il y en a qui diront oh, mais non, mais c'est du travail forcé. Alors, je vois les gamins, ils n'ont pas l'air d'être trop forcés et ils s'éclatent, ils rigolent et tout. Je leur fais des grimaces, des machins. Non, franchement, je trouve ça sympa d'avoir un truc d'intérêt public, d'intérêt général. Je pense qu'il en faut davantage. Et donc, ça, c'est pas ma règle, le balai. Mais quand j'arrive, les gamins, ils passent le balai, quoi. C'est un truc. Pourquoi le balai? Parce que, vous voyez, en fait, il y a toujours des fleurs qui tombent. Des choses comme ça. Et donc, en fait, ça, c'est un rituel à Bali. Ils passent. Alors, le balai, c'est un espèce de truc fait main. Mais je trouve ça intéressant, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment cette notion d'autonomie, de responsabilisation, etc. etc. Alors, vous savez, par exemple, donc ça, tout ce que je vous dis, c'est fortement inspiré. Alors, bien que toute cette description de l'école du futur, ça fait 15 ans que je suis dessus, donc elle est dans Sage Passage. Et puis, j'ai découvert la méthode Montessori beaucoup plus tard, il n'y a pas très longtemps, à vrai dire. Pour être honnête, il y a peut-être 2-3 ans. J'ai découvert la Green School ici à Bali il y a 4 ans. Donc forcément, c'est pas que c'est inspiré parce que il n'y a rien que j'en ai extrait, mais je vois plein de similitudes. Pourquoi? Parce que je pense que c'est tout simplement du bon sens. Et la Green School, donc je collabore avec eux, je suis allé les visiter pas mal de fois et j'aime leur approche. En fait, ils ont comment dirais-je, par exemple, quand ils ont une annexe, une extension, c'est les gamins qui s'occupent de la gestion. Alors les plus grands, bien entendu, 16-18 ans. Genre, c'est extraordinaire. Vous imaginez ce que j'ai dit. Donc la classe, donc c'est pas des cahutes, hein, c'est quand même, bon, c'est en bambou, c'est en éco-recyclage, etc. Mais c'est les gamins qui participent à l'extension de leur école. C'est quand même magique, je trouve ça mais extraordinaire. Ça veut dire que moi, à la base, qui ne suis pas bricolo, parce que pourtant mon père l'était, mais on ne m'a pas trop montré, bon, j'ai eu tendance à être un manche pendant des années. Bon, je me développe dans ce sens. Mais imaginez de savoir faire un habitat. C'est extraordinaire. Si demain il y a un cataclysme et autres, on a des mains. On a des idées, on a des mains. Ça veut dire qu'on peut tout reconstruire en quelque sorte. Donc ça, pour moi, c'est fascinant. Et puis, c'est tellement motivant, etc. Voilà. Je vous invite à réfléchir sur tous ces aspects. Il s'agit d'une clé parmi tant d'autres à vous de façonner le passe-partout des portes de la conscience. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et aux Dômes, à bon entendeur. Salut.